Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la troisième partie du cours sur les lois générales courant et tension. Donc je rappelle que j'ai divisé ce cours en trois parties. Première partie où on a parlé du courant électrique, des ampères, de comment on mesurait, où on a parlé aussi de l'intensité du courant et comment on pouvait calculer cette intensité de courant en utilisant la loi des nœuds. Dans la deuxième partie, on a parlé des potentiels et des tensions. Je vais faire un petit rappel vite fait sur cette deuxième partie. Et ensuite, on abordera la troisième et dernière partie, où cette fois, on va combiner la tension et le courant pour pouvoir parler de puissance, donc de watts. Donc la dernière fois, dans la dernière vidéo, on avait parlé des potentiels et des tensions. On avait vu que finalement, c'était une différence de potentiel dans un circuit électrique qui provoquait la circulation du courant. Si j'ai pas de différence de potentiel, si j'ai pas de différence de volts dans un circuit électrique, je ne peux pas avoir de circulation du courant électrique. C'est ça qui le provoque. On a vu aussi que on représentait la tension avec une flèche, et je vais représenter les deux potentiels avec des lettres. Donc par exemple le point A qui démarre juste au-dessus du générateur et qui va jusqu'à la résistance, et ben le point A va avoir un certain potentiel qui s'exprime en volts. Et donc le point B, lui, il va aussi avoir un potentiel qui va s'exprimer en volts aussi. Et donc la différence entre ces deux potentiels en volts, c'est ce qu'on appelle la tension. Et donc pourquoi on appelle ça une différence de potentiel? Parce que c'est l'écart qu'il y a entre le point de départ et le point d'arrivée, on va dire, de mon courant électrique. Et donc cet écart-là, vu que c'est des volts moins des volts, et ce sera également en volts. Donc la tension entre deux points A et B est appelée et notée UAB, U pour dire que c'est la tension, et AB c'est les deux points sur lesquels on va mesurer la différence de potentiel. Et donc pour trouver UAB, on va faire une différence, c'est-à-dire une soustraction. UAB c'est UA moins UB. On a vu que c'était grâce à Alessandro Volta qu'on a pu découvrir cette unité avec la fameuse pile de Volta. Et on a fait ensuite une remarque pour dire que la flèche de courant électrique, c'était bien une flèche qui était sur le fil et qui représentait le passage du courant dans ce fil. Je rappelle que quand on fait une analogie avec l'eau, finalement le courant électrique c'est la vitesse de passage de l'eau, tandis que la tension c'est la différence de hauteur qu'il y a entre le début et la fin de notre tuyau d'eau par exemple. Donc la tension elle se représente sur les schémas avec une flèche qui elle est à côté du fil, pour justement pas confondre avec un fil électrique. On a précisé également que la masse c'était une référence et que la référence de la masse c'était 0 volt, mais on n'a pas forcément 0 volt sur le potentiel le plus bas. On mesure la tension avec un voltmètre, important, le voltmètre se place toujours en dérivation sur le circuit et pas en série comme l'ampèremètre. Et comme tout à l'heure, enfin comme avec l'ampèremètre, on a le point qui représente la borne positive, et si je mets mon voltmètre à l'envers, il va mesurer la bonne tension, mais avec un signe négatif parce que la tension est une valeur algébrique. Et les bornes qu'on utilise sur le multimètre, c'est volt et com. Ensuite, on en est venu à la loi des mailles. On a dit qu'une maille c'était un circuit fermé, et que si on faisait le tour de la maille en faisant une somme algébrique, c'est-à-dire avec des plus ou des moins, on devait trouver une valeur nulle. Et donc on avait donné un exemple. Dans cet exemple, je cherche la tension UBC. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour de la maille, comme j'ai représenté avec la flèche rouge, et à chaque fois que je vais passer sur une tension dans le même sens que ma rotation, je mettrai un plus, et à chaque fois que je vais passer sur une tension dans le sens inverse de ma rotation, je mets un moins. Et donc on part toujours de la tension qu'on cherche, c'est-à-dire du point qui sert de base à la tension qu'on cherche. Dans notre cas, on cherche UBC, donc on va partir de UBC, parce que c'est plus facile mathématiquement après. Et donc, à la fin, une fois qu'on a fait le tour, on met égal 0. Donc ce qui nous donnera UBC plus UAB moins UAD plus UCD égale 0. Et voilà la formule de la loi des mailles. Et ensuite, on exploite ça mathématiquement quand on a plusieurs inconnus dans un circuit, enfin quand on a une inconnue dans un circuit et plusieurs tensions qui sont connues. On a fait quelques exercices, je ne vais pas les refaire, je vous invite à regarder la vidéo en question. Et donc maintenant on en arrive au grand 4,
où on parle de puissance électrique. Alors, on va utiliser la forme simplifiée de la formule de la puissance. Pour ceux qui connaissent déjà, on ne va pas expliquer l'utilisation du cos phi. On verra peut-être ça plus tard, mais pour l'instant, on est sur la forme la plus simple, donc on va imaginer que on n'est que sur des charges, on va dire, résistives. Alors, définition de la puissance électrique, qu'est-ce que c'est? La puissance électrique mise en jeu entre deux points d'un circuit, c'est les mêmes points qu'on avait tout à l'heure pour la différence de potentiel, elle est égale au produit de la tension entre ces deux points par l'intensité du courant. Le mot important là-dedans, c'est le mot produit. Un produit en maths, en fait, c'est une multiplication. Alors, qu'est-ce qu'on va multiplier pour avoir la puissance? On va multiplier la tension en volts par le courant en ampères, par l'intensité du courant en ampères. Donc finalement, on peut résumer cette phrase, qui est relativement longue et complexe, par une formule qui est très simple, qui dit P, la puissance, est égale à U fois I. Avec la puissance qu'on va exprimer en watts, la tension qu'on va exprimer en volts, et le courant en ampères. Et donc d'où ça vient les watts? Eh bien ça vient d'un ingénieur anglais, James Watt, écossais, pardon, oui, on va quand même faire la différence, et donc qui a participé à l'amélioration des machines à vapeur, et il vécut de 1736 à 1819, donc c'est pas un physicien, hein, c'est bien un ingénieur qui a amélioré la machine à vapeur produisant une certaine puissance également. Il n'y a pas que la puissance électrique qui existe, et donc lui c'était pas un physicien de l'électricité, mais on a quand même donné son nom à l'unité de puissance électrique, watt. Et donc, bah voilà tout ce qu'il y a à savoir simplement, c'est la puissance, c'est le mélange, on va dire, de ces deux valeurs que sont la tension et l'intensité. Donc pour avoir de la puissance, bah, soit j'augmente les volts, soit j'augmente les ampères, soit j'augmente les deux. Et donc plus j'aurai de volts, et plus j'aurai d'ampères, et plus j'aurai de watts. Alors finalement, la puissance, c'est ce qui va me permettre de tirer une certaine énergie de mon circuit. Il faut peut-être que je vous parle un petit peu de la différence entre puissance et énergie. Une puissance, elle est forcément instantanée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de temps. À un moment donné, mon circuit va développer, on va dire, 10 watts. Et si je calcule pendant combien de temps je vais avoir ces 10 watts développés par mon circuit, et bien là, je vais avoir une certaine quantité d'énergie dépensée. En fait, la relation entre la puissance et l'énergie, c'est le temps. L'énergie, c'est de la puissance multipliée par un temps. Donc là, on va se contenter de parler de puissance. Donc nous, dans un circuit électrique tout simple tel que celui-là, la puissance électrique, finalement, c'est celle qui va passer à travers la résistance. Et on verra dans les chapitres suivants des lois générales de l'électricité que la puissance qu'on envoie dans une résistance, elle va être intégralement transformée en chaleur. Donc le but de la résistance, ça va être de produire de la chaleur, ou éventuellement de freiner le courant, mais malheureusement en produisant de la chaleur. Donc des fois le but du jeu ce sera de produire de la chaleur, une certaine chaleur exprimée en watts, et des fois le but du jeu ça va être autre chose, on va avoir une autre utilité, et puis la production de chaleur ne sera qu'une conséquence. Bref, imaginons un circuit dans lequel j'ai une source d'alimentation, j'ai deux points A et B avec une différence de potentiel entre le point A et le point B que je vais appeler UAB. Ce circuit est fermé en passant à travers une résistance, donc ça veut dire que j'ai un courant électrique qui va s'établir dans le sens conventionnel, du plus vers le moins du générateur. Et ce courant électrique va tourner autour du circuit sans jamais changer de valeur, étant donné qu'il n'y a pas de nœud. C'est pas parce que mon courant électrique va rentrer dans la résistance qu'il va sortir à une valeur plus faible. C'est bien le passage du courant qui produit une production de chaleur. La résistance ne consomme pas de courant. C'est le passage, un peu comme une roue à aube, si vous voulez, quand vous avez une roue à aube sur une rivière, c'est pas parce que là je vais tirer une certaine puissance de la roue à aube, quand elle va tourner, que la roue à aube va consommer de l'eau. J'ai autant d'eau qui rentre dans le circuit de la roue à aube que d'eau qui en sort. Donc le courant électrique c'est pareil. Il n'y a pas de consommation de courant, c'est simplement le passage du courant qui entraîne la production de puissance. Alors, première chose à faire, dessiner la flèche de la tension UAB sur le schéma, je l'ai déjà fait, donc on remarque quand même bien que on ne touche pas les fils,
hein, pour pas confondre justement avec un fil électrique qui viendrait faire un court-circuit entre les points A et B. Et puis deuxièmement, on donne des valeurs. On dit, ben tiens, si je mets UAB égale 12 volts, c'est-à-dire que j'ai 12 volts d'écart entre les deux potentiels là, et que j'ai un courant I qui fait 15 MA, alors MA, je rappelle que ça veut dire milliampères, on verra comment on fait la conversion tout à l'heure, on va essayer de calculer la puissance dissipée par la résistance. Je parle bien de puissance dissipée, parce qu'elle est partie intégralement en chaleur. Alors comment on peut faire ça? On va partir de notre formule de la puissance qui dit P égale U fois I. Sauf que cette fois, le U fois I, je vais donner exactement les bons termes qui correspondent à mon exercice. Le U en question, il ne s'appelle pas simplement U, il s'appelle UAB, précisément. Donc en fait, la formule, finalement, c'est pas P égale U fois I, c'est P égale UAB fois I. I, je ne vais pas donner de nom particulier, il s'appelle I tout court. Donc UAB fois I, et ensuite je remplace par les valeurs. Ça, c'est l'expression littérale, et sur la deuxième partie, là, je fais l'application numérique. Alors comment j'ai écrit ça? UAB, je l'ai remplacé par sa valeur en volts qui est donnée dans l'exercice, c'est-à-dire 12, et ensuite I, je l'ai remplacé par sa valeur également, sauf que, attention, c'est des milliampères. Et donc 15, je l'ai reproduit ici, et ensuite j'ai traduit le milliampère en disant que c'était multiplié par 10 puissance moins 3. Alors j'aurais pu également dire, à la place de 15 fois 10 puissance moins 3, j'aurais pu dire c'est 0,015 ampères. Mais on va dire que quand on commence à vouloir faire des calculs avec des 0, quelque chose, on a vite fait de se tromper et de décaler une virgule. Surtout si on est sur des unités qui sont plus petites que le milliampère, microampère, nanoampère, etc. Là, on va avoir beaucoup de choses derrière la virgule, et donc on a vite fait d'oublier un 0, par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai tendance, et il faut toujours utiliser des puissances de 10 pour faire les calculs. Et on tape ça sur sa calculette, elle sait très bien se débrouiller avec les puissances de 10. Donc si je tape ça sur la calculette, elle dit 0,18. Alors, j'ai mis donc le résultat en watts, 0,18 watts, et ensuite je me suis dit, peut-être que je pourrais utiliser une unité qui va être plus appropriée pour se rendre compte de ce que c'est. Et donc j'ai décidé de repasser ça en milliwatts. Et repasser ça en milliwatts, ça veut dire décaler la virgule de 3 crans. Donc si elle est ici, premier cran c'est 1,8, deuxième cran c'est 18, troisième cran c'est 180. Donc 180 milliwatts. Troisième question, on change les valeurs. Si UAB égale 50 volts et que I égale 75 microampères, on va essayer de nouveau de calculer la puissance. Donc là, le calcul est le même, sauf que la conversion ne va pas être la même. Microampères, on n'est pas du tout sur la même quantité de courant. 75 microampères, c'est plus petit que 15 milli. C'est pas parce que le chiffre 75 est plus grand que la valeur du courant est plus grande. Il est bien plus petit, parce qu'on est sur des microampères, qui est une unité plus petite. La formule de base est la même, sauf que c'est dans l'application numérique que je vais avoir des changements. 50 volts, je retrouve ici, 75 ici pour dire que c'est I, et ensuite je vais essayer d'intégrer le fait que ce soit des microampères. Pour ce faire, je vais le multiplier par 10-6. Tout à l'heure j'avais 10-3 avec des milli, microampères c'est des 10-6. Et là on voit tout l'intérêt d'utiliser de la puissance de 10. Quand on tape ça, on obtient le résultat suivant. Si je le mets uniquement en watts, 0,00375 watts. Et là, je vais utiliser l'unité la plus appropriée, qui va être également le milliwatt. Et comme tout à l'heure, pour passer de watts à milliwatt, on va faire un décalage de virgule vers la droite de 3 chiffres. Donc, premier, deuxième, troisième. Et on est à 3,75 milliwatts. Ok, on change un petit peu. Maintenant, je donne la valeur de la puissance. Je dis que j'ai 0,5 watts qui est dissipé en chaleur. Je donne la valeur de UAB, je dis que c'est 15 volts, et on va essayer d'en déduire le courant qui circule dans le circuit. Donc cette fois, la formule, c'est plus la même. Enfin, si, la formule de base est la même, mais il va falloir que je la transforme pour passer de P égale à I égale. Et donc là, on part de P égale U fois I, qui est la formule de base, et ensuite, il faut que, mathématiquement, j'arrive à faire passer le U de l'autre côté, c'est-à-dire obtenir le I tout seul. Et donc, quand on fait passer un élément de l'autre côté de l'égalité,
on doit inverser l'opération. Si c'est un plus, ça se transforme en moins, si c'est un moins, ça se transforme en plus, etc. Là, dans notre cas, c'est un fois. Donc, l'opération, quand le U va passer de l'autre côté du égal, va devenir une division. Donc, en le passant de l'autre côté, j'aurais pu écrire P divisé par U égale I. Sauf que le divisé par, quand on veut travailler correctement mathématiquement, on va utiliser une fraction. C'est la même chose que diviser, hein. Sauf que, ben voilà, et en plus je vais l'écrire dans le bon sens. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire P divisé par U égale I, j'écris I égale P divisé par U. Ce qui revient exactement au même, hein. Si je dis X égale 2, c'est la même chose que 2 égale X. Donc là, ben, je l'écris dans l'autre sens, avec le vrai nom du U, puisqu'il s'appelle effectivement UAB. Et une fois que j'ai écrit ça, j'ai fait l'expression littérale la plus avancée que je pouvais. Il me reste maintenant à faire l'application numérique. Je ne peux pas aller plus loin sans mettre les chiffres. Je rappelle que si on veut être rigoureux mathématiquement, il faut mettre les chiffres au dernier moment. On ne remplace pas les chiffres dès le début. Et donc là, ben, je remplace par les chiffres. P, c'est 0,5 watts, donc j'écris 0,5 au numérateur de ma fraction. Le numérateur, c'est la partie du dessus. Et ensuite, UAB, c'est 15, donc j'écris 15 au dénominateur de ma fraction. Le dénominateur, c'est la partie d'en dessous. Et 0,5 divisé par 15, je tape sur ma calculette, ça me donne 0,0333. Alors en quelle unité j'obtiens ça? Vu que c'est du I, c'est l'unité de base de l'intensité, donc c'est ampères. Donc ça c'est un résultat en ampères, c'est 0, c'est pas très beau, c'est pas l'unité la plus appropriée, donc je décide de passer ça en milliampères. Donc en milliampères, pareil, je fais un décalage de virgule de 3 chiffres, premier, deuxième, troisième, donc je suis bien à 33,3 milliampères. Alors, une remarque quand même, quand vous tapez ça sur la calculette, le résultat c'est pas 0,0333, j'ai les 3 qui continuent à l'infini. Donc à un moment donné, on va prendre un certain nombre de chiffres, c'est ce qu'on appelle les chiffres significatifs, c'est-à-dire qui veulent dire quelque chose. En électronique, en général, on se contente d'une précision à 1%, c'est-à-dire qu'on va prendre 3 chiffres significatifs. Alors qu'est-ce que c'est que 3 chiffres significatifs? Ben, c'est les 3 premiers chiffres qui ne sont pas des zéros. Voilà. Et donc dans notre cas, le 0 là n'est pas significatif, le 0 là n'est pas significatif, donc on va se contenter de prendre les 3 premiers 3 de 0,03333333. Et donc du coup, ben, j'en garde que 3. Et ensuite seulement, je transforme ça sur la bonne unité. 33,3 mA. Un deuxième exemple de calcul de courant, de calcul de tension cette fois, en utilisant la formule de puissance. Donc je vais de nouveau transformer cette formule, mais cette fois pour avoir U égale, au lieu d'avoir I égale, je donne la valeur de la puissance qui est de 50 mW et je donne la valeur du courant. Je pars toujours de P égale U sur I, sauf que cette fois, l'élément qui va changer de côté, ce ne sera pas le U qui va partir de l'autre côté du égal, mais ce sera le I. Le principe reste le même, c'est-à-dire que le fois là va se transformer en divisé. Donc normalement, j'aurais dû écrire P divisé par I égale U, sauf que je l'écris tout de suite dans le bon sens. Donc je retourne mon égalité, je donne le bon nom au U, il s'appelle UAB, et donc c'est égal à P divisé par I, mais écrit sous la forme P sur I, donc sous la forme d'une fraction. Et là, application numérique, je remplace par les valeurs. Sauf que la valeur de P, elle n'est pas donnée en watts, et la valeur de I, elle n'est pas donnée en watts non plus. Donc il va falloir que je fasse des conversions sur les deux. C'est ce que j'ai fait dans ma fraction. Donc au numérateur de ma fraction, c'est-à-dire en haut, je mets 50 fois 10-3 parce que c'est des millis. Et au dénominateur de ma fraction, donc en bas, je mets 20 pour le I, fois 10-3 parce que c'est aussi des millis. Ensuite, on tape ça sur sa calculette, ou alors on est un petit peu malin, et puis on fait une simplification. Quand je multiplie par la même chose en haut et en bas d'une fraction, je peux barrer ces deux multiplications, ils ne servent à rien. Pareil pour les deux zéros qui sont là, je peux les barrer. Donc il me reste 5 divisé par 2, et 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Donc dans notre cas, pour avoir une puissance de 50 mW et un courant de 20 mA, il faut que je mette 2,5 volts à l'entrée. Voilà. Et j'ai pas besoin de convertir cette valeur, elle est directement sur la bonne unité, volt. Ok, donc voilà pour la théorie sur les calculs. Maintenant, on va faire des exercices un petit peu plus pratiques. Donc imaginons un four électrique,
Exercice 2, donc, imaginons un four électrique qui a une puissance de 1000 watts. Ça veut dire que la puissance dissipée en chaleur du four est de 1 kW. 1000 watts. 1 kW, c'est 1000 watts. Quelle intensité va-t-il consommer s'il est alimenté sous la tension EDF de 230 volts efficace? On va prendre la valeur efficace. Alors, je connais quoi là-dedans? Watt, donc ça veut dire que je connais la puissance, donc je connais P. Je connais la tension, donc je connais U. Et par contre, je cherche l'intensité. Donc je connais P, je connais U, je cherche I. Je vais pouvoir utiliser P égale U fois I en le transformant. Si je prends la formule de base P égale U fois I, je le transforme, on a vu tout à l'heure comment on pouvait faire. Donc j'envoie U de l'autre côté, il se retrouve divisé, donc ça veut dire qu'il va être au dénominateur de P, donc I égale P sur U. Je remplace par les valeurs, 1000 watts, pas besoin de convertir, divisé par 230 volts, pas besoin de convertir non plus, égale, je tape ça sur ma calculette, il me donne 4,3478 ampères. L'unité est bien, j'ai pas besoin de passer ça en milliampères, par contre j'ai trop de chiffres. Et donc là, pareil, je vais faire un arrondi, et pour ça je vais utiliser 3 chiffres significatifs, c'est-à-dire les 3 premiers chiffres qui ne sont pas des zéros. J'ai pas de 0 dans mon résultat. Donc, mon premier chiffre que je vais garder, c'est le 4. Le deuxième chiffre que je vais garder, c'est le 3. Et le troisième chiffre que je vais garder, c'est le 4. Mais, ce 4-là, le dernier chiffre, je vais en réaliser un arrondi. Est-ce que je vais l'arrondir à 4 ou est-ce que je vais l'arrondir à 5? Il faut regarder ce que j'ai derrière. Derrière, j'ai 78. 78, c'est quand même plus proche de 100 que de 0. Donc ça veut dire que je vais faire un arrondi supérieur. Donc je vais garder 4, 3, 5. Donc 4,35 ampères. Voilà. Ça veut dire que mon four, quand il sera alimenté à sa puissance nominale, c'est-à-dire à sa puissance maximale, il va consommer 4,35 ampères. À quoi ça va me servir de le savoir? Peut-être à vérifier si le disjoncteur dans le tableau électrique de la cuisine est suffisant. Si je mets en route le four, plus le frigo, plus la plaque de cuisson, et en additionnant toutes les intensités en ampères, je vais savoir si le calibre de mon disjoncteur, qui peut être un disjoncteur, admettons, de 20 ampères, est-ce qu'il sera suffisant? Si j'additionne tout ça. Sachant que si je dépasse les 20 ampères du disjoncteur, ça va sauter, et je serai obligé de le réenclencher. Et je ne pourrai pas mettre en route tous les appareils en même temps. Donc, par exemple, si on suit la même logique du disjoncteur, combien de PC, consommant chacun 200 watts, peut-on alimenter avec un disjoncteur de 16 ampères? Ça veut dire que chaque PC a une certaine puissance, je veux savoir combien de fois 200 watts je peux mettre sur un disjoncteur de 16 ampères. Et là vous allez me dire, mais il me manque quelque chose, il me manque la tension, il me manque U. Alors je rappelle que le PC, logiquement, on va le brancher sur la prise secteur, sur la prise murale. La prise secteur, c'est toujours 230 volts efficace. Donc finalement, quand on parle d'appareils domestiques, alimentés en monophasé, c'est-à-dire sur une alimentation classique d'habitation, on ne se pose pas la question, c'est toujours 230 volts. Donc on a une donnée supplémentaire qui n'est pas forcément dite dans l'énoncé. Donc là, comment on va faire? On part toujours de la formule P égale U fois I. Ça va me permettre de savoir combien de puissance je peux avoir au total avec mon disjoncteur de 16 ampères. Donc le U que je prends, c'est le U 230 volts efficace. Le I que je prends, c'est la valeur maximale du courant que voudra bien laisser passer mon disjoncteur avant de sauter. Si je fais ce calcul, ça veut dire que avant de sauter, j'aurai le droit de consommer une puissance de 3680 watts maximum. 3500 ça saute pas, 4000 ça saute. Donc ensuite, avec ça, je vais pouvoir calculer le nombre de PC. C'est-à-dire que je vais prendre la puissance maximale tolérée, et ensuite je vais diviser par la puissance consommée par un seul PC. Et en faisant cette division, je vais pouvoir calculer le nombre de PC que je peux allumer. Le résultat, c'est 18,4. Sachant que c'est pas facile de mettre en route 0,4 PC, on va dire que j'en mets 18 en route, ça saute pas, au 19e, ça sautera. Voilà. Donc en fait, je peux allumer 18 PC maximum sur ce disjoncteur de 16 ampères. Question 3. Un chauffe-eau électrique, ce qu'on appelle communément un cumulus,
c'est-à-dire une réserve d'eau avec une résistance électrique plongée au fond, qui va permettre de chauffer l'eau pour pouvoir ensuite la consommer chaude dans une habitation. Donc ce chauffe-eau électrique, hein, il consomme 18 ampères, parce que je l'ai mesuré, avec un ampère-mètre, en fonctionnement sous 230 volts. Donc je le mets en route, il consomme 18 ampères. Je veux savoir s'il fonctionne bien ou s'il a un problème. C'est écrit dessus qu'il est censé avoir une puissance de 1200 watts. Donc ça, c'est ce qu'il est censé consommer en watts quand il est en route et qu'il fonctionne bien. Ce chauffe-eau est-il défectueux? Bon, comment je peux faire pour savoir s'il a un problème? Eh bien, je peux essayer de calculer le nombre d'ampères qu'il est censé consommer avec ses 1200 watts. Ça va être une possibilité. La deuxième possibilité, ça peut être de calculer la puissance qu'il consomme en consommant, le nombre de watts qu'il consomme en consommant 18 ampères. Et on regarde si ça correspond bien aux 1200 watts qu'il est censé faire. Donc là, moi j'ai choisi la deuxième option, mais les deux fonctionnent. Hein. Donc je prends la formule de la puissance, le U est toujours de 230, et puis le I c'est 18. Donc je me rends compte qu'il consomme 4140 watts. C'est écrit dessus qu'il est censé en consommer que 1200. Donc, je peux en déduire qu'il est défectueux. Le chauffe-eau consomme 4140 au lieu de 1200, il est donc défectueux. Dernier cas, donc imaginons maintenant un disjoncteur principal d'une maison. Donc le disjoncteur principal, c'est le disjoncteur qui commande l'intégralité de l'installation électrique de l'habitation. Donc ça veut dire que cette maison, si je prends tous les consommateurs, tous les appareils électriques de cette maison, ça ne doit pas dépasser 20 ampères. Si ça dépasse 20 ampères, là c'est pareil, c'est comme un disjoncteur classique, hein, ça saute. Ça veut dire qu'on est obligé de débrancher un appareil et puis de réenclencher. Donc je me demande, est-ce que je peux mettre en marche en même temps un lave-linge qui a une puissance de 700 watts, en même temps 10 ampoules de 60 watts, et un radiateur électrique de 2000 watts. Alors là pareil, c'est deux possibilités. Première possibilité, je vais calculer la puissance totale que je pourrais mettre avec un disjoncteur de 20 ampères, et ensuite je regarde en additionnant tout ça si c'est supérieur ou inférieur. Deuxième possibilité, je peux calculer le courant qui va être consommé par tous ces éléments, et regarder si c'est plus grand ou plus petit que 20 ampères. Donc moi j'ai choisi la première option, c'est-à-dire de calculer la puissance totale que j'ai le droit de consommer avec mon disjoncteur principal de 20 ampères. Donc la puissance totale que j'ai le droit de consommer avec mon disjoncteur de 20 ampères, c'est 4600 watts, parce que j'ai fait P égale U fois I, les 230 classiques du monophasé, volts, multiplié par les 20 ampères que veut bien laisser passer le disjoncteur. Ça veut dire que je peux monter jusqu'à 4600 watts. Ensuite, je calcule la puissance totale de mes appareils. Les 700 watts du lave-linge, plus les 10 fois 60 watts des ampoules, plus les 2000 watts du radiateur, ce qui me fait un total de 3300 watts. Je me rends compte que je suis en dessous de ce que veut bien tolérer le disjoncteur principal, donc oui, on peut mettre en marche tous ces appareils en même temps. Voilà quelques exemples de cas concrets où on a une utilisation de la formule de puissance. P égale U fois I. Dans le quotidien, cette formule est très très importante. On verra plus tard qu'on peut la complexifier en utilisant le cos-phi, mais pour l'instant, on va considérer que tous les appareils sont comme des résistances, et si on comprend déjà le fonctionnement comme ça, voilà, on peut déjà se débrouiller pas mal en électricité. Voilà, je vous remercie, et puis rendez-vous pour une prochaine vidéo sur les lois générales de l'électricité, où notamment on parlera des résistances.